Les podcasts du Figaro. Je n'espérais rien et un bowling est apparu. J'ai su que c'était un bon bowling. Je l'ai su à la façon dont bowling était écrit, en lettres violet néon. Ça ne clignotait pas. Les mauvais bowling clignotent, ils aguichent. Celui-ci ne cherchait pas à plaire. Il était tranquille, souverain dans la nuit, au bord de la nationale. Les voitures passaient devant en sifflant sur le bitume mouillé, et chacune semblait rater sa chance, foncer vers sa perte. Bonjour et bienvenue dans le podcast Le Moment des livres. Vous venez d'écouter un extrait de La mauvaise joueuse de Victor Gestin publié chez Flammarion. Je m'appelle Alice Develay et je suis journaliste au Figaro littéraire. Aujourd'hui, je suis avec l'auteur de ce livre. Bonjour Victor Gestin. Bonjour. Vous publiez La mauvaise joueuse, un roman haletant et perturbant. Maud a 30 ans, c'est une femme sans histoire. Elle a un bon métier, un compagnon qu'elle aime, des amis, un appartement. Tout va bien dans sa vie, mais un soir, alors qu'elle joue à Candy Crush sur son téléphone, elle provoque un accident de voiture. Et au lieu de s'arrêter, elle décide de prendre la fuite. Là, elle perd littéralement les pédales et se retrouve à jouer frénétiquement avec tout ce qu'elle trouve. Au bowling, aux fléchettes, au foot. Elle vient de replonger dans une vieille addiction, une addiction au jeu. Vous disséquez avec acuité les mécanismes de la psychologie humaine et de l'addiction dans ce roman, mais ce n'est pas la première fois que vous le faites. On s'en souvient dans votre premier roman La Chaleur, à travers votre personnage de Léonard qui a regardé mourir un ado et qui a paniqué. Et dans votre deuxième, L'homme qui danse, Arthur est un danseur frénétique qui ne peut s'empêcher de sortir en boîte. Est-ce que vous ne seriez pas en train de construire une œuvre de psychologue ? L'endroit psychologique m'intéresse énormément. Je dirais conjugué à un deuxième qui est la zone du viscéral, du charnel, du corps. C'est la conjonction de ces deux zones d'exploration qui m'intéressent vraiment. C'est aussi ça qui me fait croire fort au roman. Le roman qui peut aller plus que tout, plus que d'autres arts, et évidemment aussi plus que la théorie, ici. Vous êtes donc un psychologue. Psychologue de formation ou pas alors ? Pas du tout, et même assez inculte. Mais je pense qu'il y a une spécificité de l'étude psychologique dans le roman qui est sans doute plus intuitive, plus accolée encore une fois aux choses du corps, des nerfs. Et pour moi, la cérébralité, c'est-à-dire d'être à l'intérieur d'une tête qui pense, pour moi c'est ça qui me plaît, qui m'excite quand je lis et quand j'écris. Et si ça peut en même temps ramener du nerf, de la chair, et là d'un coup, moi, rien qu'à dire ça, il y a une langue, un projet de langue qui se dessine et qui m'intéresse. Comment on fait pour se plonger dans la tête d'une personne qui a une addiction ? On va rencontrer des personnes qui en souffrent, on va rencontrer des psychologues. Comment on fait ? Alors j'ai triché sur ce plan puisque je suis concerné. Donc il m'a suffi d'observer mon propre rapport au jeu. En l'occurrence, il est question d'addiction au jeu, pas seulement des jeux d'argent qui ont été assez quadrillés dans la littérature, mais des jeux tout court, qu'il s'agisse du Monopoly, du ping-pong ou des échecs. Et je pense que c'est très intéressant le rapport qu'on entretient au jeu, ou qu'on n'entretient pas d'ailleurs, parce qu'il y a des drôles de gens qui jouent pas. Qui détestent le jeu même. Qui détestent jouer, qui sont pas intéressés. Moi, j'ai toujours regardé ça avec une forte altérité. Et voilà, je pense que le rapport qu'on entretient à la victoire, aux règles, au terrain, et à la fuite que représente le jeu, que ce soit pour 5 minutes, 1 heure ou une nuit entière au casino, par exemple, tout ça est très intéressant. Moi, en l'occurrence, je joue énormément aux échecs, et je vois bien quand je passe une journée entière sur les échecs sur mon ordinateur ou dans un bar avec des gens à jouer, je vois bien qu'il se joue pas seulement là une partie, mais une fuite, un désir d'abstraction, de remplacer le monde et ses règles par un autre, en l'occurrence un échiquier, etc. Et il y a quelque chose ici de puissant, de joyeux, mais aussi de dangereux, de tragique, et qui raconte sans doute un certain malaise que j'entretiens avec la société. C'est ça qui m'intéresse. Et votre personnage, d'ailleurs, a ce malaise. Ce qui m'amène à cette question, est-ce que nous avons tous des addictions ? Est-ce qu'elles sont normales ? Est-ce qu'on est condamné à en avoir ? Je crois pas. Je pense que c'est quand même la spécificité d'un certain tempérament dans lequel je me reconnais très bien et qui appelle pour moi tout de suite une forme d'écriture. Encore une fois, c'est, disons, le rapport obsessionnel aux choses. C'est presque impossible pour moi de contracter une nouvelle passion sans qu'instantanément cette passion devienne un danger, quelque chose qui va bientôt représenter du trop, de l'excès et que je vais devoir endiguer. Cet été, j'ai appris à faire des cocktails et je note que je me suis mis à faire frénétiquement des cocktails, même sans amis pour les boire, même sans soif. C'est drôle comment des choses aussi anodines comme ça deviennent instantanément, oui, presque, pas de la névrose, mais en tout cas,
un problème qu'il faudra résoudre au bout En d'un fait, moment. vous avez envie de plonger jusqu'au bout des choses. Oui, ce qui, dans le travail d'écriture, est assez précieux, puisqu'il s'agit de se concentrer longtemps sur un seul et même objet. Et dans le roman, vous suivez Maud, je l'ai dit, on voit combien il y a cette pulsion au fond d'elle et qu'elle ne peut restreindre. Bizarrement, je me faisais la réflexion à sa lecture que aucun personnage ne s'aperçoit véritablement de son problème. Si elle avait été une fumeuse ou du moins quelqu'un qui avait une compulsion à boire, une alcoolique, on l'aurait sûrement aidée. Mais le jeu n'offre pas la même compréhension. Oui, elle parle de son problème, d'une addiction souvent considérée bénigne par l'entourage, c'est-à-dire que quand on joue, a priori, c'est bien, j'ai envie de dire. Les enfants jouent, tout le monde joue. Et le jeu a une connotation joyeuse, émancipatrice, collective, qui nous aveugle, je pense, sur ce qu'il peut raconter profondément. Moi, le tempérament de mauvais joueur, qui est le mien, m'intéresse et me fait rire aussi, puisque je vois bien que quand on est mauvais joueur, c'est-à-dire quand on casque sa raquette de ping-pong, ou quand on balance ses cartes, ou quand on insulte l'arbitre ou je ne sais qui, c'est pas seulement une colère ou un orgueil, une envie de gagner frustrée qui se joue, c'est quelque chose de plus noir, c'est une préférence absolue pour cet espace symbolique du jeu, qui est détruite par la défaite, et qui est comme une forme de mort, en tout cas quelque chose qui acte l'impossibilité à exister dans cet espace, et donc à exister tout court. Puisque je pense que beaucoup de grands joueurs, de grandes joueuses ont du mal avec les règles ordinaires de la vie, ont besoin d'espaces parallèles pour exister. Et donc quand ça se passe mal dans cet espace de substitution, il ne reste plus rien. Et moi, je pense que c'est ce que je ressens l'espace d'un instant quand je rate un tir à la pétanque et que je dois en plus affronter les rires et la légèreté insupportable de l'entourage pour qui tout ça n'est rien qu'une partie. Et alors, vous avez parlé de noirceur, de défaite, ce qui m'amène à cette question. Vos personnages principaux sont toujours, souvent, des anti-héros, j'oserais même dire en lien avec ce roman, des perdants. Pour quelle raison est-ce que vous vous intéressez à cette figure-là ? Il y a un élément très important dans toute œuvre narrative, plus ou moins, c'est la question du désir. Je pense que le désir, chez un perdant, se voit très fort. Un perdant, c'est quelqu'un qui désirait gagner, qui n'a pas réussi. Je pense qu'on peut bien mieux raconter le désir dans l'échec. Tout comme il me semble qu'on voit bien mieux la lumière dans le noir, et que si on veut mettre à jour le côté solaire d'un personnage, ce sera d'autant plus efficace dans un bain de noirceur. Pour parler de défaite comme de victoire, le perdant, la figure du perdant reste la plus magnifique. Alors après, évidemment, plus simplement, c'est émouvant. Quelqu'un qui se rate, quelqu'un qui perd, moi je pense qu'on s'identifie reconnaît facilement, tous là-dedans. Ouais. On a beaucoup parlé de santé mentale depuis le livre de Nicolas Demorand en mars dernier. Est-ce que vous pensez que la littérature puisse aider à changer la réalité, ou qu'elle puisse en tous les cas nous aider à changer de regard sur la santé mentale, la maladie mentale en général ? En tout cas, je pense que la littérature, elle peut affûter le regard. Je dirais que c'est pour ça que je lis, pour qu'on m'affûte les yeux, le cerveau, les oreilles. Et donc, mon but, là, n'est pas de déployer un discours, mais plutôt de déplier une situation, de la donner à voir avec le plus de justesse et d'essayer de la donner à voir dans sa complexité. Mon travail, il est là, il s'arrête ici. Et ensuite, c'est la personne qui lit, éventuellement, de se servir de ça pour, je sais pas, tirer des conclusions, peut-être avancer sur certaines questions qui la traversent. Ce qui m'intéresse aussi, c'est que l'hypothèse du trouble psychique, dans ce roman, évidemment, elle est sérieuse, mais c'est pas la seule. On pourrait aussi voir là une question de tempérament. Donc c'est ça qui m'intéresse, parce qu'il me semble que c'est le trouble qu'on peut ressentir aussi face aux troubles psychiques en général, c'est qu'on n'est pas certain que ce soit ça. On l'entend, ça se trouve, c'est son caractère, ça se trouve, c'est une personne un peu compliquée. Aussi dans une volonté parfois qu'ont certaines personnes de nier absolument le trouble psychique, comme si ça les agaçait. Et de vouloir tout de suite dire « Oh non, mais ne fais pas l'intéressant, tu n'as pas de trouble, tu es juste toi avec tes problèmes comme tout le monde. » Est-ce qu'il y a des lecteurs alors qui vous ont parlé un petit peu de peut-être leur côté mauvais joueur ou leur difficulté à s'arrêter de jouer ? Je pense que le rapport au jeu, un peu comme le rapport à la danse qui était au centre de mon roman précédent, et il nous concerne beaucoup et peut aussi nous faire rire. Je veux dire, tout le monde a des expériences de jeu immédiatement à partager. C'est très lié à l'enfance, en fait, bien sûr. Pour moi, le jeu qui s'arrête, c'est l'enfance qui s'arrête. Quand soudain, moi qui suis si bien un été à jouer, je sais pas, aux raquettes sur la plage, soudain je vois les gens partir avec une espèce de raison terrifiante, ils disent « Bon, il est tard, on va rentrer, on va se doucher ». Moi, je me sens traversé à peu près par la même chose que ce que je ressentais enfant, quand soudain, par exemple, arrivant dans la cour du collège, je découvrais avec stupeur que plus personne ne courait, plus personne ne jouait, mais qu'on discutait comme des vaches dans un champ, en petits cercles éparses. Et donc, évidemment que la fin du jeu et la fin de l'enfance sont très connectés, et ce livre, il travaille aussi vraiment ça. Il travaille l'enfance, un personnage qui n'a pas vraiment réussi à quitter l'enfance. Il y a une phrase du psychiatre Winnicott en exergue qui m'a frappé quand je l'ai lu, c'est
l'enfant habite une ère qu'il quitte avec difficulté. Évidemment que c'est dur pour un enfant d'arrêter de jouer. Et pour ce personnage aussi. Sauf qu'elle a 30 ans. Et c'est ça son problème. Alors donc vous êtes toujours un petit peu un enfant au fond de vous. Je pense que je suis pas du tout le seul. Et je pense que c'est vraiment un des traits qui me fait aimer les gens. Quand je pressens ça. Je dirais une forme de malice latente, de disposition permanente, discrète à sourire, à jouer, à dire une connerie, à faire un pas de côté. Et il y a des gens chez qui on voit pas ça. Dans votre livre en dédicace, vous m'avez posé une question. L'essentiel est-il de participer ou de gagner ? J'ai envie de vous retourner la question. L'essentiel est-il de participer ou de gagner ? Je pense que l'essentiel est de participer et que la victoire n'a absolument aucun intérêt. Non, je rigole. Je pense que c'est une énorme connerie. J'ai jamais cru à ce dicton. L'essentiel, dans l'espace délimité du jeu, c'est de gagner, c'est-à-dire de donner le maximum. Pour un temps, après, on se calme, c'est pas grave de perdre. Mais il nous est donné pour un temps symbolique la possibilité de se massacrer les uns les autres, de se détester, d'essayer de s'écraser. Je pense qu'il y a évidemment une fonction cathartique très forte. Moi, je remarque que gagner me fait pas grand-chose. Pour moi, gagner, c'est surtout le soulagement de ne pas perdre. C'est la défaite qui m'affecte. Pour moi, gagner, finalement, c'est une façon de différer la défaite et l'abattement que ça comporte. Je ressens pas de joie positive, mais plutôt juste un soulagement, ce qui est un peu une perspective un petit peu déprimante, parce que j'aimerais bien éprouver une joie positive à la victoire, mais je crois que je connais pas trop ça, en fait. L'essentiel, c'est quand même de gagner, donc... Je rappelle que vous êtes l'auteur de La mauvaise joueuse, publié aux éditions Flammarion. Merci Victor Gestin. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je m'appelle Alice Develay et je suis journaliste au Figaro Littéraire. Vous pouvez retrouver le moment des livres sur Figaro Radio, le site du Figaro et les plateformes d'écoute. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser votre avis en commentaire. À bientôt!